C'est la première partie d'une série qui peut vous aider à appréhender le concept de la Terre plate sur laquelle nous vivons et qui est impliqué dans le fait de nous l'avoir caché. Le premier indice se niche dans une autre conspiration existante depuis des décennies et qui s'appelle le programme spatial. Beaucoup d'entre vous sont au courant des différentes théories circulant à propos de la NASA, le programme Apollo, la navette spatiale, la Station spatiale internationale, etc. L'indice lui-même n'a rien à voir avec cet astre à discuter, mais plutôt avec l'absence de celle-ci. Plus spécifiquement, le non-débat sur les films basés sur la réalité. Ceci, comme tout le reste dans la série, peut facilement se vérifier, toutes les références étant en ligne. Pour commencer, pensez à tous les films sur l'espace que vous avez vus dans votre vie. Les plus évidents sont Star Wars, Star Trek, Alien, pour n'en nommer que quelques-uns. En fait, si vous faites votre propre liste de films sur l'espace vus dans votre vie, vous arriverez probablement sans trop de difficulté au chiffre de 100. Assez facile. Pour une deuxième liste, rappelez-vous tous les films sur l'espace non fantaisistes. Vous trouverez La Planète Rouge, Gravity, Mission to Mars, 2001, des trucs comme ça. Ces films présentent le thème du futur pas si distant, avec une projection de notre situation, et représentent une liste assez conséquente. Ces deux listes de films ont la faveur des autorités, car elles appuient l'idée du globe par l'hypothèse. L'industrie du divertissement impose le modèle du globe et le concept du système solaire comme étant évident. Par conséquent, la vision actuelle du monde doit aussi être la bonne. En d'autres termes, si vous ne doutez pas en regardant un film comme, disons, Gravity, alors votre subconscient va projeter le film dans la vie réelle. Plus vous regardez et appréciez ce genre de film, plus la frontière devient floue entre ce que vous voulez croire et ce que vous savez. Regardez suffisamment de films sur Mars, et l'annonce par la NASA d'une mission vers Mars vous surprendra moins. C'est identique avec la Lune, avec d'autres systèmes solaires, etc. La sortie du film 2001 l'Odyssée de l'espace en 1968, juste avant les missions sur la Lune, n'est pas un hasard. Il a fallu 5 ans au plus grand réalisateur de tous les temps pour le faire, et plusieurs personnes ayant vu la projection prétendent avoir vu le nom de plusieurs groupes militaires au générique de remerciements, enlevés par la suite. Ce film 2001 est juste une indication de cet indice. Pour ceux qui souhaitent vraiment creuser le sujet, à savoir la vision cachée de Stanley Kubrick, je recommande vivement le documentaire Room 237. Un lien est disponible sous cette vidéo. Maintenant, vous pouvez identifier les deux groupes de films sur le thème de l'espace, ceux avec des scénarios très fantaisistes et ceux essayant de dépeindre notre futur proche. Ces deux groupes sont faciles à trouver. Trouver le troisième est un défi, mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Les missions sur la Lune se sont terminées en 1972 et malgré que cela soit toujours considéré comme l'une des plus grandes réalisations de l'humanité, aucun film de reconstitution n'a jamais été produit jusqu'à The Right Stuff en 1983. Vous pouvez objecter que ça ne fait que 11 ans et qu'il était peut-être difficile d'obtenir les droits. Mais ça n'est pas ce qui rend ce film digne d'intérêt. Le film était inhabituellement long pour 1983. Il durait 3 heures et 12 minutes. Et nous offrait un regard exhaustif sur le processus de sélection et de compétition des astronautes ainsi que sur leur centre d'entraînement. Mais quand le générique de fin arrive 3 heures après, on se rend compte que chronologiquement, ils n'ont effectué que des missions en orbite basse terrestre. Juste pour rire, cherchez The Right Stuff sur Internet et constatez combien de vaisseaux spatiaux vous obtenez. Ce film a reçu 4 Academy Awards et a très bien marché au box-office. Mais les missions Apollo n'ont jamais été abordées. Et la seule superproduction impliquant le programme lunaire était Apollo 13 en 1995. 12 années après Apollo 13, qui n'a effectué qu'une seule orbite autour de la Lune sans alunissage et aucune référence aux missions précédentes. Et après 1995, plus rien. Hollywood est connu pour ne jamais laisser une source se tarir. Ils font des reboots, des séquelles, d'à peu près tout.
Mais là, depuis presque 60 ans, il n'y a jamais eu un seul film de reconstitution sur les missions lunaires. Des centaines de films de science-fiction y font référence, de Superman à Transformers, mais rien sur la surface lunaire, qui a fait l'objet de 6 missions complètes avec des véhicules tout-terrain et même une séquence golf. Et personne n'y touche. Maintenant, pour être honnête, il y avait une mini-série en 1998 couvrant ce sujet, produite par Tom Hanks, suite à son rôle dans Apollo 13. Mais sinon, absolument aucune production professionnelle depuis. Toujours pour rigoler, cherchez la série TV de la Terre à la Lune et constatez les résultats. Le pourquoi est facile, et l'indice est révélé. Si Hollywood fait un film sur un alunissage que l'on ne peut distinguer d'un vrai alunissage, alors comment séparer le vrai du faux? Cela soulève des questions subtiles du genre « Quelle technique de simulation et depuis combien de temps ?» Si Hollywood peut le simuler, alors quand ont-ils commencé à le faire? Il y a un autre film qui sort du lot et j'en parle parce que j'ai du mal à croire qu'il ait pu être fait. C'est Capricorn One. Le scénario du film implique la simulation d'une mission sur Mars et comment elle pourrait se faire. En gros, c'est le roadbook de la conspiration mondiale. Je vous le recommande vivement. Je mets un lien en bas. Pour résumer, tous les films ayant pour thème l'espace sont encouragés par les autorités, sauf ceux basés sur de vrais témoignages. Ceux-là ne sont pas permis. Le programme lunaire a été enterré par l'industrie du divertissement parce qu'il est impossible d'aller sur la Lune. C'est soit derrière une barrière dans un hangar, soit une image digitale HD comme celle de n'importe quelle planète d'un jeu vidéo. Le monde est plat, et c'est juste le premier indice. Faites vos propres recherches et revenez commenter si vous le souhaitez. C'était Mark Sargent. C'est la deuxième partie d'une série qui peut vous aider à appréhender le concept de la Terre plate sur laquelle nous vivons, et qui est impliqué dans le fait de nous l'avoir caché. Cet indice tourne autour d'un des hommes les plus remarquables dont vous avez pu entendre parler, Richard Byrd, sa relation avec l'Antarctique et ses missions secrètes qu'il y a effectuées jusqu'à sa mort. Certains d'entre vous ont découvert la légende de Richard Byrd à travers la théorie de la Terre creuse. Nous n'allons pas parler de cette théorie dans cette vidéo, mais plutôt focaliser sur l'homme et son implication avec le pôle Sud. La version du Reader's Digest de Richard Byrd dit ceci. Né en 1888, il devient un officier naval américain dont les prouesses en font un spécialiste de l'exploration. Il a été un précurseur dans l'aviation américaine, médaillé d'honneur, explorateur polaire, navigateur dans l'aéronautique, leader d'expédition dans les pires endroits du monde, et le plus jeune amiral dans l'histoire de la Navy. De plus, l'énumération de ses récompenses prend plusieurs pages de Wikipédia, et il a eu 3 parades nationales en son honneur. En clair, c'était Indiana Jones sous stéroïdes. Certains diront que Roy Chapman Andrew était le véritable Indiana Jones, et peut-être ont-ils raison. Mais Richard Byrd le bat à plat de couture 6 jours par semaine et 2 fois le dimanche. Je parle de toute cette reconnaissance pour montrer sa crédibilité et la confiance qu'il inspirait. Les gouvernements US et étrangers avaient confiance en son jugement et en son leadership, et le choisissaient dès qu'ils le pouvaient comme responsable de leur mission secrète. Sa première grande mission fut une expédition en Antarctique en 1928. C'était remarquable, car bien qu'il ait survolé le pôle Nord 2 ans auparavant, toutes les expéditions furent dirigées vers le pôle Sud dès 1928. L'expédition dura 2 années pendant lesquelles il sera promu au rang d'amiral à l'âge de 41 ans. Sa deuxième expédition dans l'Antarctique se déroula de 1933 à 1935 et sa troisième de 1939 à 1940. Pendant son séjour en Antarctique, il était également conseiller pour d'autres pays ayant des expéditions en cours, comme l'Angleterre, la France, l'Allemagne, et pour tirer le meilleur bénéfice d'expéditions précédentes belges, japonaises et suédoises. Il a ensuite aidé à gérer les opérations de la flotte de l'US Navy durant la Deuxième Guerre mondiale et a assisté à la capitulation japonaise en 1945. Mais ensuite quelque chose d'étrange se produisit. Il retourna en Antarctique, ce qui n'est pas très surprenant en soi, dans la mesure où il y passait son temps depuis 1928. C'est la manière dont ça s'est passé qui est intéressante.
Son 4e voyage en Antarctique n'était pas une expédition. C'était une opération militaire appelée Opération High Jump. Commandant la flotte entière composée d'un porte-avions et de 13 navires de support, l'amiral Byrd mena 4700 hommes au pôle Sud, pour des raisons qui restent dissimulées à ce jour. Certains pensent qu'il poursuivait une flotte nazie en déroute, quand bien même l'Allemagne avait déjà capitulé depuis un an. D'autres parlent d'une base nazie installée en Antarctique pendant la guerre, durant l'absence de Byrd. Aucune de ces théories n'a d'importance pour cette vidéo. Ce que nous savons par contre, c'est que les États-Unis ont déployé une force militaire excessive sur la banquise, sous une apparence pacifique. Pendant cette opération, l'amiral Byrd déclara à un journal chilien que le résultat le plus important de ces observations et découvertes était l'effet potentiel qu'elles pouvaient avoir sur la sécurité des États-Unis, que l'incroyable rapidité à laquelle le monde se rétrécissait était une des plus importantes leçons apprises durant sa récente expédition dans l'Antarctique. Il me faut avertir mes compatriotes que l'époque où nous nous sentions protégés par notre isolation de par les distances, les océans et les pôles est terminée, dit-il. Après cette opération, l'amiral Byrd fit le tour des États-Unis et donna des interviews. L'une des plus intéressantes fut celle qu'il donna pendant un show télévisé en 1954, appelé The Longines Chronoscope. Un nom horrible, mais un show décent. J'en ai ajouté un extrait à la fin de cette vidéo et mis un lien dans la description. Pendant cette interview, il parla tout d'abord d'une zone au-delà du pôle Sud de la taille des États-Unis, encore vierge de toute présence humaine. Il dit ensuite qu'il y aurait probablement des expéditions successives, car le gouvernement américain s'y intéressait beaucoup. Les journalistes lui demandèrent alors pourquoi cet intérêt pour le Sud, alors qu'à l'époque, n'oublions pas que c'était en 1954, la menace perçue était russe et elle venait du Nord. Il répondit que c'était l'endroit le plus important au monde pour la science. Cela concernait le futur des nations. Un réservoir intact de ressources non exploitées comme le charbon, le pétrole, les minéraux et l'uranium. Il ajouta qu'au moment de cet entretien, il y avait 7 nations actuellement engagées en Antarctique, comprenant la Russie, l'Australie, l'Argentine, le Chili et la Nouvelle-Zélande. Il parla également de planification militaire pour sa future mission en Antarctique. Celle-ci se nommait Opération Deep Freeze et se déroula de 1955 à 1956. La mission fut menée à bien et il retourna chez lui, prétendument. C'est là que vous dites, bon oui et alors? Et je serais d'accord avec vous, s'il s'était passé quelque chose après. Mais il ne s'est rien passé. Les missions se sont soudainement arrêtées, et c'était fini. Plus aucune autre expédition militaire ou autre n'a eu lieu sur ce continent. Jamais. Puis un traité fut mis en place, bannissant tout pays de toute activité sur place. Fin. Et si vous vous demandez où ça cloche, c'est là. L'amiral Byrd va à la télévision et dit que cet énorme morceau de terre, dont la plus grande partie se trouve sur un plateau élevé à 3200 mètres, est riche en à peu près tout, riche en énergie, immaculé, sans population indigène et sans végétation, où chaque pays ayant des équipes sur place est prêt à se tailler une belle croupe dans cette zone de la taille des États-Unis qu'ils n'ont plus encore explorée. Et d'un seul coup, subitement, ils arrêtent tout. Il n'y a pas d'environnementalistes à cette époque en 59. C'est le pays des diners et de l'essence à 20 cents. Ça, c'est vraiment du bullshit. La valeur en dollars des ressources découvertes pouvait alimenter une armée de sociétés cupides. Donc, que s'est-il passé? Ils ont trouvé le bord. Voilà ce qui s'est passé. Et ils n'allaient certainement pas laisser des compagnies privées s'en approcher. Peu importe l'argent. Même à des centaines de kilomètres, dans une zone sûre, ils ne pouvaient autoriser qui que ce soit, car qu'allait-il leur dire plus tard, pour prévenir leur immanquable expansion? Pardon, mais vous ne pouvez pas aller plus loin. Et qu'allait-il répondre au pourquoi? Aujourd'hui, l'Antarctique est hors limite. Aucune révision n'est prévue avant 2041.
Vous pouvez vous balader autour des îles extérieures, mais il y a une limite invisible, surveillée par des militaires, que vous ne pourrez franchir. Parce que derrière cette ligne, c'est en fait le bord extérieur. C'est là, ça nous est caché et c'est protégé. La terre sur laquelle nous vivons est plate. Faites vos propres recherches. Notre invité de marque ce soir est l'amiral Richard Byrd. Le pôle Nord était un no man's land, mais de nos jours, si vous achetez un billet dans une compagnie aérienne, vous pourrez survoler le pôle Nord tout en sirotant un cocktail. Il y a seulement quelques décennies, à peu près 35 ans, notre invité ce soir résolut de découvrir s'il y avait des terres au nord du continent nord-américain. Il fit son premier vol de reconnaissance, et je dois dire que l'amiral Byrd, notre invité ce soir, est non seulement notre plus grand explorateur vivant, mais aussi une inspiration pour nombre d'Américains. Amiral Byrd, vous avez été au pôle Nord et au pôle Sud. Reste-t-il une zone inexplorée sur cette terre qui puisse attirer les jeunes Américains aventuriers? Oh oui, elle existe, mais pas au pôle Nord. C'est trop envahi maintenant, car ils pensent tous qu'ils en tirent parti, pas seulement pour y vivre, mais militairement. Mais étrangement, il reste dans le monde une zone aussi grande que les US, qui n'a jamais été foulée par l'homme, qui se trouve au-delà du pôle, de l'autre côté du pôle Sud, depuis l'Amérique centrale. Et je trouve tout à fait surprenant qu'il y ait une aussi grande zone inexplorée. Donc il y a beaucoup d'aventures à vivre en bas du monde. Amiral, une expédition dans laquelle vous êtes le principal conseiller est actuellement en route. Quel est son but? Bien, c'est le briseur de glace Atka, et c'est une mission de reconnaissance au pôle Sud pour faire des observations et chercher quelques emplacements. Ils seront de retour en avril avec leurs infos qui nous serviront de base pour monter une plus grosse expédition par la suite. Ceci est réellement planifié? C'est en cours de planification. Et je peux donc vous dire que nous allons avoir plusieurs expéditions année après année dans cette partie du monde, parce que le gouvernement américain s'y intéresse beaucoup. Bien, Amiral Byrd, je peux comprendre l'intérêt de tous ces gens pour le pôle Nord, de par sa proximité avec notre principal adversaire, l'Union soviétique. Mais cet intérêt pour le bas du monde, personne ne vit là-bas, n'est-ce pas? Non, il y fait très froid. Il n'y a qu'un résident, et c'est le pingouin empereur. Les plus petits vivent plus au nord. Je vais vous dire pourquoi ils sont si intéressés. C'est de loin la zone la plus importante dans le monde pour la science. C'est la raison pour laquelle tous les groupes scientifiques s'y intéressent. Mais encore plus important, il s'agit de l'avenir de la nation et de ceux qui viendront après nous, même durant notre vie. Car il se trouve que c'est un réservoir intact de ressources naturelles. Et comme le monde se rétrécit à une vitesse exponentielle, les endroits très éloignés dont nous pensions qu'ils n'étaient pas utiles, comme le pôle Nord et le No Man's Land, sont devenus très importants. Le bas du monde va devenir important, pas seulement pour nous, mais pour nos alliés aussi. J'allais vous demander, a-t-il une importance militaire? Oui, un peu. Le rétrécissement du monde va continuer de s'accélérer, par conséquent, ces endroits ne seront plus si éloignés. Et je vois dans le futur un moment où cela va devenir stratégiquement très important. Pensez-vous que le développement de la puissance aérienne a augmenté l'importance stratégique d'endroits comme le pôle Sud? Énormément, bien sûr. Même maintenant, si quelque chose se produisait et que nous perdions le canal de Panama, nous serions obligés de prendre le contrôle des îles juste au nord de l'Antarctique et qui en font partie. Amiral, vous parliez des ressources de l'Antarctique. Quelles sont-elles? Quelles sont les ressources naturelles là-bas? Bien, on a trouvé assez de charbon à environ 280 km du pôle Sud, sur une grande arête de montagne non recouverte de neige, pour fournir le monde entier
pendant un bon moment. Ça, c'est le charbon, mais nous avons des traces de présence de nombreux autres minéraux. On est sûr qu'il y a du pétrole. Ce charbon nous montre le bas du monde, et l'endroit où on le trouve est de loin l'endroit le plus froid sur Terre, qui peut atteindre moins 70 degrés en hiver. Autrefois, cet endroit était tropical. Par conséquent, nous pensons qu'il y a du pétrole et probablement de l'uranium. Est-ce un secret? S'il y a de l'uranium, ce serait probablement l'unique raison valable de vouloir s'engager là-bas, je suppose. Le reste n'est pas du tout viable économiquement, n'est-ce pas? Vous savez, à la manière dont nous gaspillons nos ressources, le temps viendra où il nous faudra aller les chercher là-bas. J'ai un peu évité votre question sur l'uranium, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de me battre au sujet de l'Antarctique. Y a-t-il une compétition entre les nations pour rassembler des données sur l'Antarctique et tenter de sécuriser ses ressources? Eh bien oui. Il y a maintenant plusieurs nations très intéressées. Je sais que la Russie y voit un énorme intérêt. L'Australie y a une expédition en cours. L'Argentine, le Chili, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, etc. On peut comprendre ces pays. Ils vivent à proximité. Les Néo-Zélandais, les Argentins, les Chiliens et les Australiens. Nous, on n'a pas grand-chose à prétendre. Vous dépayez cet endroit comme étant très encombré. Y a-t-il beaucoup d'expéditions sur place ou en route actuellement? Bien, comme je l'ai dit, c'est l'endroit le plus paisible au monde, mais ça ne va pas durer, à cause de l'immense intérêt suscité chez les autres et ici. C'est la troisième partie d'une série qui peut vous aider à appréhender le concept de la Terre plate sur laquelle nous vivons et qui est impliqué dans le fait de nous l'avoir caché. Cet indice se concentre sur l'USGS, aussi connu comme le principal cartographe au monde, et quelques-unes des choses surprenantes que cet organisme et d'autres ont en commun avec l'idée de la Terre plate. Des liens sont référencés dans la partie description et je vous encourage à les suivre. Pour les non-américains, l'USGS est l'organisme d'enquête géologique des États-Unis, une branche scientifique du gouvernement américain créée en 1879, qui, grâce à l'aide de l'incessant développement de l'Empire US, est devenu le tout premier cartographe du monde connu. 9000 personnes y travaillent et le budget annuel est de plus d'1 milliard de dollars. Ils ont également plusieurs départements scientifiques couvrant la biologie, la géographie, la géologie, l'hydrologie et beaucoup d'autres qui s'y rattachent. Leur leitmotiv depuis les années 90 a été « La science pour un monde qui change ». Je vais vous montrer à quel point cela est vrai. Qu'est-ce que ce vaste organisme d'État a à faire avec la Terre plate? Pour le comprendre, il faut regarder ses origines, qui sont la géographie. Pour ça, il vous faut ouvrir une autre page spécialisée dans les cartes. Les cartes que vous voyez dans cette vidéo viennent de Wikipédia, mais il y en a d'autres. La Wikilist de cartographie n'a rien de spécial dans son ensemble, bien qu'il y ait quelques positions intéressantes dans leur vision du monde. Non seulement ils ont beaucoup de perspectives de la Terre sur laquelle nous vivons, mais également des infos détaillées quant à la provenance des cartes, incluant le type de nom, l'origine et l'année de proposition de la perspective. Certaines pourront vous sembler très familières, surtout celles que vous avez vues sur les murs de votre école. Il y a beaucoup de variantes, mais celle dont on a beaucoup parlé récemment est celle-ci, la Goldspiter, qui montre précisément les différences de taille entre les continents. L'indice le plus évident étant que le continent blanc du Groenland est en fait minuscule comparé à l'Afrique. Mais je digresse. Si vous parcourez toutes les formes, vous arriverez aux cartes circulaires, mais une seule d'entre elles propose une vue du ciel qui montre les continents au centre, entourés d'un anneau de glace continu. Dans Wiki, ça s'appelle l'azimut équidistant, et pour simplifier, je vais l'abréger et l'appeler AE. Pourquoi cette carte est si intéressante? Bien, si vous regardez la page Wiki, vous trouverez quelques raisons. La première se trouve dans le cartouche de la carte, et je cite, « Utilisé par l'USGS et The National Atlas of the United States ». Il est aussi mentionné qu'elle est utilisée comme emblème des Nations Unies.
De toutes les cartes sur l'écran, c'est la seule qui soit emblématique de la sorte. Et si vous gardez cette page ouverte et que vous allez dans la section Terre plate de Wiki, vous remarquerez en bas de page une carte similaire. J'y fais référence ici, et vous pouvez voir qu'elle est identique, mais pas dénommée, comme étant l'emblème de l'AE. Encore plus étrange, si on retourne au modèle USGS, on voit qu'il a d'abord été proposé il y a plus de 1000 ans. On pourrait penser à un mauvais lien. Donc on cherche qui a proposé ce modèle, et on obtient cet homme, Al-Biruni. Qui était Al-Biruni? Bien, il a vécu il y a à peu près 1000 ans et était considéré comme l'un des plus grands savants de son ère, instruit dans de nombreuses sciences. Avez-vous entendu parler de lui? Pas moi. Peut-être qu'il s'agit de plusieurs mauvaises références dans Wiki. Eh bien non, parce que la NASA sait qui il est. Ils ont nommé ce cratère lunaire en son honneur. Donc pourquoi l'USGS utilise une version de la carte du monde conçue il y a 1000 ans par un scientifique perse? Parce que c'est vrai, tout simplement. Pour être clair, comparons-les à nouveau. Le drapeau des Nations Unies, la carte officielle de l'USGS et le modèle de la Terre plate. Tous identiques. Mais l'un n'est pas reconnu et est ridiculisé comme étant une vision erronée du monde. Et c'est un de ces embarras politiques que se traînent les autorités. Voici la version courte. Le gouvernement est au même chapitre que la Terre plate, mais ils ne peuvent l'admettre, même en confidence. Nous savons que la Terre n'est pas plate, disent-ils, mais en fait, elle l'est. Nous savons que vous utilisez un modèle comme le nôtre, mais le nôtre est juste une image, et qui que ce soit dit le contraire est évidemment fou. On se demande depuis combien de temps l'USGS se sert de ce modèle comme référence officielle. Les Nations Unies l'ont utilisé pour leur logo la première fois en 1945, puis ont fait quelques ajustements en 1947. Et ce drapeau UN pose quelques questions. Pourquoi l'Antarctique est-il représenté sur la carte? Est-il censé se trouver à l'extérieur du cercle? Ou dans les branches d'olivier à l'extérieur? Ils n'en parlent nulle part en ligne. Et c'est là que j'aimerais mettre l'accent, sur les incohérences, les trous dans l'intrigue, les questions sans réponse. L'USGS utilise le même modèle de carte que celui de la Terre plate, mais ne dit pas pourquoi il n'est pas reconnu. Ou l'impossibilité de relier le modèle identique de Wiki à l'actuelle projection de l'azimut équidistant. Les autorités ont découvert dans les années 50 les bords de notre monde clos, et ont été très efficaces à nous le cacher depuis des décennies. Le monde est un endroit complexe, et les indices sont là, tout autour. Je pense qu'il est temps d'en apprendre quelques-uns. Faites vos propres recherches. Merci de votre attention.